voudrais juste, parce que j'ai pas aimé le PowerPoint, mais j'ai passé beaucoup de temps dans une grande multinationale américaine, on passait notre vie à faire des PowerPoint, donc j'ai adopté le No More PowerPoint de Sheryl Sandberg de Facebook. Et je pense que, au-delà de la vanne, c'est une notion extrêmement importante aujourd'hui, c'est de penser à l'expérience. C'est-à-dire que si vous n'avez pas été sur Spicy, allez-y. Si vous voulez vous poser des questions, si vous avez envie de vous retrouver dans l'expérience qu'on a construite depuis plus de 2 ans, c'est en allant sur ce site, ça fait maintenant 2 ans qu'il existe, plus de 2 ans, que vous vous ferez une idée de notre amplitude, de nos recherches, de nos faiblesses, de nos erreurs, de nos forces, plutôt que par une présentation, je dirais, ex cathedra, avec des slides qui vont se suivre. En revanche, vous voyez là, vous avez vu Antoine Robin, qui est le fondateur de Spicy, qui est un ancien journaliste qui a aussi travaillé dans la pub. Il y a une amplitude de sujets. On a produit plus de 80 heures de programmes originaux depuis 2 ans. On a suivi des histoires sur la durée, comme celle de Lou Bureau, journaliste idéaliste. On a été sur des terrains de guerre, comme en Irak. Et on a, au fur et à mesure, construit autour de cette notion d'expérience, d'ailleurs on en parlait avec Philippe aussi, disons un savoir-faire qui était à l'origine une curiosité. Pourquoi Spicy, au début, c'était parce qu'il fallait mettre des épices dans l'info, dans l'actualité. La question était de se dire comment on fait pour que cette actualité qui nous arrive en permanence de manière tendue et qui nous submerge, on puisse prendre du recul. Et un peu comme ce que disait aussi Philippe, on a pensé qu'il fallait réintroduire des dimensions personnelles, du subjectif, éditer cette information. Alors au début, tout le monde disait bien, mais c'est Vice, et on avait une réponse très classique, c'est Vice, mais avec de la vertu. C'est-à-dire, il y a effectivement de la tension et une façon d'aller chercher le public, quoi. Irak, Black Hell, c'est quelque chose qui est un peu personnel. Tobacco Monster, c'est sur le glyphosate, c'est en Argentine, c'est un reportage très dur sur les conséquences du glyphosate en Argentine. On a Unfair c'est la manipulation algorithmique qui a permis à l'équipe de Trump d'aller chercher dans Facebook les votants pour gagner dans 3 États qui leur ont fait gagner la présidence. Ça c'est Antoine Robin qui explique tout le temps en boucle ce qu'est Spicy. Et vous voyez, sans que je vous ai, comment dire, fait de grands discours, qu'on s'intéresse à ce qui nous entoure, et puis qu'on essaie d'apporter un regard subjectif, et de déclencher cette expérience qui pour moi est au centre de tout ce qui se passe aujourd'hui. Si on n'a pas en tête que ces générations-là sont des générations qui vivent, je dirais, dans le virtuel, et qui aussi vivent sur leur téléphone mobile ou sur d'autres supports une relation avec l'information, on passe à côté de quelque chose. Évidemment, derrière, il y a du professionnalisme, il y a des histoires, il y a des méthodes, il y a du travail éditorial qui est fait. Sinon, on n'y arrive pas, et pour le coup, on ne peut pas aller plus loin que, je dirais, la vitrine. Je pense qu'il faudrait couper le carrousel, parce que sinon, on va être hypnotisé par le carrousel, surtout en grand comme ça, c'est carrément Big Brother. Et donc, comment on a construit cette démarche? Ça a été vraiment de se dire qu'il fallait mettre des épices dans le système, qu'il fallait essayer de trouver des histoires et de faire un pari sur l'intelligence. C'était la première chose qu'Antoine m'a raconté quand il est venu me pitcher son projet. C'était assez drôle parce que moi j'étais en train de faire une campagne pour être président de France Télévisions. Et il me dit, tu as fait une chronique, une tribune dans le Monde, qui m'a parlé, c'est pour ça que je voulais te voir. Je monte un projet qui s'appelle Spicy, qui est un pari sur l'intelligence. Et je pense qu'il a raison. Et on commence à discuter. Moi, je termine ma campagne France Télévisions, puis ensuite, on continue nos discussions. Et donc, je me suis positionné à la fois en tant que partenaire de Spicy, en investisseur dans Spicy, pour apporter quelque chose d'autre, pour essayer de compléter, finalement, cette notion de qualité, et puis de réflexion sur l'expérience, que moi, qui me vient de mes années chez Microsoft, que j'ai eu la chance de travailler à l'intérieur d'une machine mondiale extrêmement forte, qui construit des expériences avec des logiciels, dans le monde entier, qui n'est pas spécialement connu pour sa relation avec le grand public, mais j'étais à la tête d'une partie qui s'occupait du contenu grand public, qui s'appelle MSN. Et on voit bien la tension entre les ingénieurs, les tech compagnies, les marketeurs et puis les gens de contenu comme nous. Et je pense qu'il faut y faire face, il faut y aller. Donc Spicy, c'est à la fois du contenu, mais c'est aussi une expérience. Et c'est cette expérience qui a été faite dans le site où on a construit un parcours où vous pouvez choisir de regarder en 5 minutes, choisir de regarder en 15 minutes, choisir de regarder en 25 minutes ou plus. C'est votre choix.
Et on l'a laissé comme ça depuis le début parce que ça prend du temps pour le consommateur de s'y retrouver. Ça prend du temps pour ceux qui écrivent des histoires d'être capables de les écrire de cette manière-là, c'est-à-dire qu'elles puissent être coupées en 5 minutes, ou coupées en 15 minutes, ou coupées en 2 fois 25, ou en parfois beaucoup plus. Et ça a eu d'énormes conséquences parce qu'en fait, la contextualisation de nos histoires, la façon de les éditer, nous ont amené à avoir une grille de lecture sur les sujets. Je prends un exemple qui nous a appris beaucoup de choses, qui était l'élection américaine. Évidemment, personne ne pensait que Trump allait être élu. Et donc ça nous intéressait beaucoup. On a un partenariat mondial, il y a 60 journalistes dans le monde qui travaillent avec Spicy, avec une agence internationale. Et donc on a envoyé 2 de nos journalistes aux États-Unis voir les gens qui faisaient campagne pour Trump. Alors là, on était dans une réalité très complexe, c'est-à-dire qu'il fallait suivre cette histoire en train de se faire et penser quand même que ça valait quand même quelque chose d'autre, ce voyage chez les fans de Trump. Et donc ces 2 jeunes femmes sont parties dans un camion, petit van marqué Spicy dessus, à la rencontre des gens qui votaient pour Trump. Toutes les semaines, 5 semaines avant l'élection, elles nous ont envoyé 8 minutes. Ça s'appelait Welcome into Trumpland. Et elles ont vu des gens assez improbables qui étaient fans de Trump, qu'on ne voyait jamais dans aucun média, parce que personne ne pensait que Trump allait gagner, ou alors on les voyait pour les ridiculiser. Ils ont été dans la Rust Belt, elles ont trouvé par exemple, pour vous donner une idée des gens qu'elles ont trouvés, elles ont trouvé un entrepreneur musulman, libanais, pro-Trump, parce que c'est un entrepreneur en bâtiment, il est fasciné par Trump, il trouve que Trump est un type génial, c'est très paradoxal, il y avait des gens qui avaient voté pour Bernie Sanders, par exemple, qui votaient Trump, et on a construit une mini-série qui était pensée comme telle, où il y a eu 8 épisodes de 8 minutes, et ces 8 épisodes de 8 minutes, conçus comme tels, ont été passés le jour de l'élection comme une suite. Et c'était un documentaire sur Voyage dans le Trumpland. Et ça a donné lieu à des personnalités, à des portraits de personnages un peu bizarres. Mais l'ensemble, ça donnait un regard assez kaléidoscopique sur ceux qui ont voté pour Trump. Là, ce programme a fait le tour du monde. Le lendemain, je crois qu'il est passé sur France 2. France 2 a voulu l'acheter parce que personne n'avait ces images au fond. Personne n'avait eu cet angle et ce regard sur plusieurs semaines de gens qui votent pour Trump. Et alors, le plus drôle, c'est qu'il a été racheté par PBS, qui est la chaîne publique américaine, qui ne porte pas spécialement Trump dans son cœur. Parce qu'en gros, il veut couper tous les budgets du service public. Mais c'est pour vous dire qu'en partant d'un site, en partant d'une idée qui était de dire on va s'intéresser aux gens qui votent Trump, on est arrivé à un programme qui ressemble à la fois à une série documentaire, on peut le consommer par petits bouts si on veut, on peut s'intéresser à des portraits de gens qui votent pour Donald Trump, et puis on peut comprendre l'Amérique en complément d'émissions ou de journaux ou de livres qu'on peut lire, même de manière linéaire. Et c'est pas une seule histoire de cette nature qui nous est arrivée. Une autre histoire qui est très éclairante, une jeune journaliste française qui a 27 ans, qui a fait une enquête au Rwanda. Elle vient nous voir en disant « J'ai un sujet qui est très fort, qui n'a jamais été fait. Ce sont les enfants qui ont 20 ans aujourd'hui, qu'au Rwanda on appelle mauvais souvenirs, qui sont les enfants des viols. Alors j'ai envie de les interroger. C'est une fille qui n'a jamais fait de télé. On a une hésitation parce que c'est pas un sujet facile, c'est un sujet dur, très dur. Et puis elle est convaincante, son dossier est extrêmement travaillé. On trouve un réalisateur, journaliste, monteur qui va l'accompagner, qui va mettre en lumière, je dirais, ses témoignages. Et c'est cette rencontre entre les deux qui fait ce film qui s'appelle Mauvais Souvenir, qui est un film de témoignage de ces enfants sans pathos, hein, qui sont les fruits du génocide rwandais. Et il n'y a pas de pathos parce qu'en fait, ils sont aussi l'avenir du Rwanda, ces enfants, qui sont Hutu et Tutsi. Et ce film est extrêmement fort. Il a été tourné en pratiquement une semaine, elle avait beaucoup travaillé auparavant, on avait des conditions extrêmes, qui ne correspondent à rien à ce que les agences d'image ou les documentaristes traditionnels fonctionnent. En plus, n'ayant aucun repère télé, elle avait pensé à ces interviews d'abord, ils ont énormément travaillé en amont, et puis ils sont partis là-bas, ils ont enquillé les interviews, et le film, elle rentre, elle me dit je ne veux pas de commentaires. Alors là, on s'est dit, waouh, ça va être chaud. On a Jean-Luc Godard qui a décidé de ne pas faire de commentaires. Et puis, elle avait raison. Et la belle histoire qui est dans ce film, c'est qu'il a été au prix Albert à Londres, et qu'il est arrivé en finale du prix Albert à Londres. Il n'a pas gagné, mais c'est une histoire exceptionnelle, dans le sens où d'ailleurs elle n'a pas voulu faire d'autres films, c'était ce sujet-là qui l'intéressait. Elle est arrivée avec ce sujet, on a réussi à construire autour de notre expérience de Spicy
avec nos moyens, un cadre dans lequel elle a pu s'exprimer, et ça a donné ce film. Il y en a d'autres, vous en avez vu un passer tout à l'heure qui s'appelle Cassels, on a suivi un groupe de punk rock anglais, il y en a encore. Ça part énormément à une génération qui aimait le punk, et puis on voit qu'il y a des gamins de 17 ans aujourd'hui qui ont cette éthique-là, ce rêve-là. On voit bien l'Angleterre du Brexit à travers ce programme. J'ai pas envie de vous égrener tous les programmes de Spicy, mais c'est pour vous dire qu'en créant le contexte, on arrive à aller chercher des histoires très fortes, on arrive à produire des histoires, certains les appellent documentaires, on est approché par des gens qui sont intéressés pour les transformer en fiction. On a fait par exemple un portrait d'un Français qui est champion du monde de motocross aux États-Unis, il s'appelle Gladiator, le film, parce qu'on l'a traité comme un gladiateur. Ils sont tous couturés de partout, enfin, ce sont des gens qui jouent leur vie en permanence. Ça a tapé dans l'œil d'un producteur de fiction qui a envie de travailler sur ce créneau des coureurs de motocross qui sont des fans, qui ont des fans incroyables. Et quand on a fait ce film, en fait, on n'y connaissait rien, mais on a flashé sur ce personnage. Même son sponsor, qui est Red Bull, n'avait pas pensé à en faire quelque chose d'un peu plus long, faire un 52 minutes sur lui, et sur tous ceux qui sont dans cet univers. Et aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on a fait énormément de bruit dans une communauté extrêmement importante, mais totalement méconnue, qui sont les gens qui sont fans de course, de motocross. Et là, c'est la deuxième partie, je dirais, de l'expérience de Spicy, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on peut faire de la sélection de sujets, de la curation de sujets, de la production de sujets, mais qu'il est très important de renvoyer à ceux qui nous font vivre et ceux qui nous aiment la possibilité de partager, de participer. Depuis le début de Spicy, on est pas submergé, mais on a régulièrement des demandes de gens qui disent « Moi j'ai une idée de sujet, j'ai envie d'en faire un ». Et donc on a créé un espace qui s'appelle les Spicers, dans lequel tous ceux qui ont envie de faire un sujet, ou ceux qui ont fait un début de sujet, peuvent le poster, et puis on peut se poser la question de savoir si ça intéresse d'autres membres de cette communauté. Le premier film qu'on avait fait, c'est un jeune réalisateur gay, parisien, libanais, qui revenait de vacances de Corée, qui avait identifié qu'en Corée, il y avait une loi du silence implacable sur la communauté gay, un peu comme ici dans les années 50, et qui nous a proposé ce sujet. Et puis on ne savait pas trop, on l'a mis en ligne, et il y a effectivement eu un certain nombre de gens qui ont voté pour ce sujet. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a abondé, c'est-à-dire qu'on a donné un peu plus de moyens, et puis on a fait un accord avec KissKissBankBank pour qu'il y ait du crowdfunding, et que donc ce programme soit maintenant disponible, il s'appelle No Gay in Korea, soit disponible en clair, en gratuit pour Spicy. Donc il y a une partie payante de Spicy, sur laquelle on fait un choix traditionnel, on fait un choix éditorial qui correspond à ce qu'on croit de Spicy. Il y a une partie qui est co-créée avec la communauté des Spicers, qui nous amène des sujets auxquels on n'a pas pensé, très sincèrement, mais ce sont des sujets dans lesquels ils mettent énormément de leur intelligence, de leur curiosité. Il y a une responsabilité éditoriale. On a à la fois quelqu'un qui gère cette communauté et un rédacteur en chef qui dialogue avec eux pour s'assurer qu'on n'est pas soit dans la manipulation ou au contraire leur apporter le support dont ils ont besoin pour que les sujets se tiennent. Et on se rend compte que cette deuxième partie de Spicy, les Spicers participent de l'expérience. Elles participent du partage qu'on a autour de sujets difficiles ou parfois de sujets de curiosité pure. Et donc on se rend compte, au bout de pratiquement 2 ans aujourd'hui, que le pari sur l'intelligence que faisait Antoine fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des histoires très fortes qui inspirent des journalistes qui viennent nous voir. Ces histoires, après, elles sont écrites de manière très différente. On fait très attention à la manière dont on les édite et dont on communique autour, parce que c'est le signal qu'on envoie à l'extérieur. Et puis, en retour, avec les Spicers, on voit qu'il y a un certain nombre d'idées ou de conceptions qu'on n'avait pas, qui reviennent vers nous et qui enrichissent en fait le propos. Et on a du coup une offre qui est effectivement payante ou gratuite, freemium. On a une ouverture internationale, on a lancé un site en anglais qui est disponible quand vous allez sur le site, vous allez sur le drapeau français, peut-être que je suis le drapeau anglais, il y a des versions internationales. Et ce qui a été formidable cet été, on s'en est rendu compte, c'est que les paris qu'on a faits finalement se sont révélés payants. Si vous regardez le documentaire
Unfair Games sur la campagne électorale de Trump. En fait, Thomas Huchon avait fait pour nous un doc sur les conspirationnistes. Et il a continué à travailler sur les conspirationnistes. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses extrêmement étranges, parce qu'on retrouvait un peu un certain nombre de gens qui avaient été dans le conspirationnisme autour de Trump. On a commencé par un certain Alex, je ne sais plus comment, qui était un des fans de Trump de la première heure, qui était un vrai conspirationniste. Et de fil en aiguille, on s'est intéressé à la campagne de Trump. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui dans les journaux, notamment américains, sur les influenceurs, sur le dark web, sur les pages de pubs qui ont été achetées par Trump, c'est dans le Unfair Games de Spicy. On a travaillé avec des journalistes du Guardian, on a travaillé avec des journalistes du New Yorker qui ont trouvé qui avait financé, c'est un banquier qui s'appelle Robert Mercer, qui a financé la campagne de Trump, qui a introduit Bannon à l'intérieur de l'équipe de campagne, et comment ils ont réussi, en utilisant brillamment, avec une boîte anglaise qui s'appelle Cambridge Analytica, à mobiliser l'électorat suffisant pour que Trump gagne les grands électeurs dans 3 États des États-Unis. Ce programme, on l'a sorti en juin sur Spicy. Tout l'été, il a été effectivement comme égrené par l'actualité. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Il y a un gourou indien qui s'appelle Guru Gurmeet qui a été attrapé par la police indienne. C'est un personnage complètement hallucinant qui est un meurtrier, qui a une secte incroyable. On a fait un sujet sur lui il y a 6 mois. Le sujet était sur Spicy. L'avortement qui a été, légalisé au Chili, c'était un sujet qu'on avait traité aussi parce qu'on a essayé de comprendre la situation du Chili. Donc vraiment tous les sujets de curiosité sur lesquels on a parié et d'intelligence sur lesquels on a parié il y a 6 ou 8 mois, parce qu'on a fait très attention au choix des sujets, finalement se sont révélés payants. Ça n'enlève rien en fait qu'on fait des petits sujets à la fois très viraux, notamment pendant la campagne présidentielle, parce qu'on doit faire vivre la communauté. Le fond de Spicy, qui était ce pari sur l'intelligence, est tout à fait là et totalement respecté. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Peut-être le modèle économique de la partie... Attendez le micro. Parce que sinon, on ne comprend pas. Peut-être le modèle économique que vous mettez en place. En fait, c'est Freemium, c'est une partie gratuite. Si vous êtes dans la communauté des Spicers, vous vous enregistrez et vous pouvez voir gratuitement ce que vous voulez. Et puis sinon, vous vous abonnez. Et là, c'est un abonnement annuel ou un abonnement mensuel. Comme vous voulez, vous pouvez vous abonner comme vous voulez. C'est ça le modèle économique. Plutôt de Spicers. Oui, Spicy. de votre relation avec les producteurs. Avec les producteurs, une relation tout à fait classique. Il y a des gens qui ont des idées, on a des moyens. Si on trouve un accord, on fait. Non mais je veux dire, là aussi, c'est pas parce qu'on est dans une nouvelle économie qu'on réinvente tout, surtout pas. Simplement, ce qu'on fait, c'est que on respecte les droits des auteurs et des producteurs. Et ensuite, on a une diffusion mondiale. Donc effectivement, on a une plateforme qui est accessible dans le monde entier, en français et en anglais. À partir du moment où ils sont d'accord avec cette idée-là, et puis qu'ils ont envie de lancer des sujets, en réalité, on a une très grande liberté. Pour le reste, c'est un peu ce que décrivait tout à l'heure Philippe. Et le budget, du coup Le budget, là aussi, c'est une moyenne, il faut faire très attention. On s'est calé sur les budgets des chaînes de la TNT, c'est-à-dire 300 € la minute. Mais maintenant, il n'y a pas de... Il ne faut pas prendre ces budgets en s'enfermant dedans. Voilà. C'est une réalité qui nous paraît tout à fait importante de correspondre à un marché. Pour autant, il y a des gens qui sont avec des idées très brillantes, parfois beaucoup moins chères, maintenant parce qu'ils sont déjà sur place, donc il n'y a pas de coût de transport. Au contraire, ils étaient déjà en train de tourner, puis ils ont eu une idée en plus. Ils m'ont dit, ouais, je suis là-bas, j'ai envie de tourner quelque chose d'autre. On a trouvé un accord. Je pense que c'est la force de ces économies-là, c'est qu'on n'est pas enfermé, je dirais, ni dans les formats, puisque par définition, nous, ça passe 5 minutes, 15 minutes ou plus. C'est pas un sujet.
ni dans une mécanique trop fermée sur le plan économique. Et en plus, ce qu'on a découvert en faisant, et c'était pas complètement le modèle à l'origine, mais comme on s'est rendu compte que nos programmes se vendaient bien, on a quelqu'un qui s'occupe de la distribution, et quand on n'est pas forcément distribué dans les pays, je vais donner une idée, beaucoup des programmes qu'on a faits ont été vendus en Allemagne, aux États-Unis, dans le monde entier, donc il y a des recettes additionnelles qui n'étaient pas forcément dans le plan de départ. On a fait une série qui s'appelle Fashionistas de l'extrême, où on va voir dans les zones de guerre comment vivent les gens. Elle a été récemment achetée par une chaîne américaine. C'était pas prévu, il n'était pas prévu de faire des reventes à une chaîne américaine. Il se trouve qu'on a décidé de mettre en distribution un certain nombre de programmes, à la fois pour tester leur qualité et pour en être certain et pour voir quel était notre potentiel international. Et ils ont bien marché. Un exemple, on a fait un documentaire au tout début de Spicy sur les violences policières américaines, qui s'appelle Two Black Men Week, qui est en fait une plongée sur l'entraînement des policiers américains, dans la façon dont sont entraînés les policiers américains. Et on se rend compte qu'en gros, ils sont entraînés à tirer avant de poser une question. Et c'est donc un regard intérieur fait par une Française sur la manière dont la police américaine est entraînée. Il est passé sur Spicy, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui le regardaient manifestement aux États-Unis, parce qu'on voit quand même qui fait quoi. Et le producteur a l'idée de le mettre sur Amazon. On était d'accord, on l'a mis sur Amazon, la plateforme américaine, et il y a eu plusieurs milliers de visionnages à 5 $ sur ce programme. Et là, vous vous rendez compte que la puissance d'une plateforme comme celle d'Amazon, c'était pas notre modèle, mais on l'a appris en le faisant, c'est que comme c'est des recherches par mots-clés, les gens qui ont rentré Police Brutality ou Black Lives Matter ou tous les thèmes tournant autour de ce sur quoi on travaillait, ont été sur ce programme qui n'avait pas de visibilité, de notoriété, qui était fait par une boîte française, sans un grand réalisateur, mais le thème était au cœur. Et là, on l'a appris en le faisant. Donc, c'était pas prévu, mais on l'a fait et on a appris beaucoup de choses. Donc, là aussi, l'économie, il faut la penser pour qu'elle soit saine, et parfois on a des bonnes surprises. Vite fait, oui. Est-ce que vous pourriez communiquer sur le nombre d'abonnés? Non. Et j'avais une autre question moins petite, peut-être. Moi, je suis curieuse de connaître le taux de complétion des vidéos quand vous êtes sur du format plutôt long. Est-ce que vous avez des analytiques sur est-ce que les gens regardent en entier ou pas? On a des analytiques, mais c'est vraiment la secret sauce sur laquelle on travaille. C'est qu'effectivement, la vidéo, par exemple, je vais prendre dans un certain nombre de pays comme les pays en Afrique, c'est impossible de vraiment regarder de la vidéo pour les raisons que vous indiquez, c'est-à-dire que c'est beaucoup trop long à charger, il n'y a pas encore assez de débit. En général, bon, moi j'étais au Brésil pendant le mois d'août, dans tous les hôtels, dans toutes les poussadas au Brésil, vous pouvez regarder tout en Wi-Fi parce que ça a beaucoup changé en quelques années. Donc je crois qu'il faut faire très attention à ça. On apprend tous les jours, ça fait partie des points les plus sensibles et les plus difficiles de ce métier, c'est qu'en fait il y a une capacité technique derrière à avoir pour pouvoir délivrer le bon produit. Les meilleurs, à ma connaissance, sont les gens de Netflix, parce que eux, ça fait 20 ans qu'ils gèrent ça. Donc, vous pouvez voir Netflix partout, dans toutes les conditions possibles et imaginables. C'est pas ici, il y a des choses qui fonctionnent très très bien quand on est dans des zones où il y a beaucoup de débit, puis moins bien dans d'autres endroits, c'est vrai. Et c'est aussi pour ça que le fait qu'on puisse le voir en 5 minutes, c'est un avantage. Alors, on s'en est rendu compte dans certains pays où on a des abonnés, notamment, je pense, des expats, qui s'intéressent à ce qui se passe en France. Et manifestement, c'est plutôt des visionnages plutôt courts. Alors, soit ils ont moins de temps, soit les conditions de visionnage ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a ici. Donc il faut être très... Peut-être que dans les dizaines de milliers de gens qui ont vu Two Black Men Week sur Amazon aux États-Unis, peut-être que c'était la qualité de la plateforme Amazon, au-delà de la discoverabilité, sa qualité de diffusion qui a permis ça. Vous avez raison d'insister là-dessus, mais c'est un point à la fois très technique et très compliqué à résoudre, et sur lequel je ne peux pas vous faire une réponse comme ça fixe. Merci. Merci, j'ai deux questions. Une
plutôt pratique pour les éventuels porteurs de projets qui pourraient être dans la salle, et je sais qu'il y en a. Est-ce qu'il faut absolument avoir un producteur hors communauté des Spicers quand tu viens proposer un sujet? Non, enfin... Est-ce que vous êtes en capacité de produire? Est-ce que vous avez... Plutôt vous avez tendance à vous orienter quand ils n'ont pas de producteur dans leur environnement vers les gens? Non, on regarde d'abord le sujet. Et ensuite les conditions de production. Je veux dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Mathieu Firmin, qui est notre rédacteur en chef, développeur de projet. On regarde avant tout la qualité du sujet. Les conditions de production. Enfin, je veux dire, cette fille dont je parle, elle n'avait pas fait de télé, quoi. C'est une excellente journaliste écrite. Je crois une radio. Elle n'avait jamais fait de télé. Mais ce sujet-là, non seulement elle l'avait travaillé, c'est-à-dire qu'elle avait ça de recherche sur ce qui se passait au Rwanda autour de ses enfants, et puis elle avait tout le sujet était vraiment travaillé au fond. Et Mathieu Firmin, qui est un rédacteur en chef chevronné, a compris ça et a accepté ça. Et ensuite, on a construit le dispositif autour d'elle. Il y a d'autres cas où il y a des producteurs qui sont avec des idées, puis on les a travaillés ensemble. Parfois, on n'a pas réussi. Parfois, oui. Je prends un exemple. Il y a un programme qui a été fait à l'intérieur des lignes en Syrie. Je ne sais plus du titre, mais pendant la guerre en Syrie. Ce réalisateur n'arrivait pas à placer ce sujet parce que dans les rédactions, il n'y avait pas la capacité de décision. Il fallait décider ça dans les 15 jours. Il a la possibilité d'aller à l'intérieur des lignes du front Al-Nosra. Bon, à l'époque, Antoine et JB lui ont fait confiance. C'est une décision très difficile parce qu'il y a des problématiques d'assurance. C'est compliqué quand on est dans des zones de guerre comme ça. Et ça a été fait autour de lui. Et puis il y a d'autres cas où effectivement on a des accords de partenariat avec une agence qui s'appelle Label Press, qui par exemple nous a fait le Trump, mais où le programme qui est en Inde, Go Gourmet, c'est un programme qui a été fait parce qu'on a un bureau avec eux à Delhi. Et donc c'est dans le bureau de Delhi que l'idée est née de faire un portrait de ce personnage qui n'était pas du tout connu ici, mais qui était quelqu'un qui défrayait la chronique en Inde. Donc en fait, on est extrêmement plastique. Si c'est entre guillemets spicy, on va essayer de trouver un modèle pour le faire. Parfois, on n'y arrive pas. Parfois, les producteurs ou les créateurs sont trop gourmands. Parfois, nous, on n'a pas la capacité à faire tout seul. Donc, de temps en temps, on a fait avec d'autres. Mais c'est pas une... Il n'y a pas de règle. Enfin, on est suffisamment petit, ça c'est très important, pour pouvoir prendre la décision à façon, si j'ose dire. Okay. C'est vraiment du cas par cas. Et ma deuxième question concernait plutôt la déformatation et les expériences peut-être un peu moins linéaires que vous pouvez avoir. Je me rappelle que vous avez testé un truc avec les écoles autour de la désinformation. Oui. Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent aussi? Et puis, éventuellement, si tu peux nous dire en 2 mots ton avis sur la VR. Alors ce qui s'est passé, c'est là aussi la beauté, je dirais, je crois que c'était Le Corbusier qui disait que des maisons, c'était des usines à vivre. Je pense que les startups, c'est aussi des usines à inventer des modèles, c'est-à-dire que c'est des ateliers, on va dire. Ce qui s'est passé sur la désinformation, c'est que Thomas Huchon a fait ce sujet sur les conspirationnistes, ça s'appelait Conspi Hunters. Il y avait une prof à l'intérieur de ce programme, qui s'appelait Sophie Mazet, qui avait fait un manuel à l'intention des profs, un manuel d'autodéfense intellectuelle. Et je ne sais pas si c'est Sophie elle-même ou le mélange de Sophie et Thomas, ça a fait qu'il y a eu un vrai débat chez les profs autour de ce programme. Et ce sont les profs qui sont venus qui nous ont appelés en disant on voudrait utiliser votre expérience. En gros, pour que vous sachiez, on a inventé une rumeur complètement délirante. On l'a envoyé sur YouTube et puis on a analysé avec une boîte qui fait de l'analytics la façon dont ça se diffusait. C'est comme ça qu'on a compris comment fonctionnaient les réseaux conspirationnistes qui alimentent maintenant les fake news. À l'époque, on n'appelait pas ça les fake news. Et on voit bien l'écosystème. Et ça a passionné les profs. Et ce sont les profs qui nous ont demandé. Thomas Huchon et Sophie Mazet ont fait des tournées. Et ensuite, ça a été une demande validée par l'Éducation nationale, par Najat Vallaud-Belkacem elle-même, pour qu'on fasse de la formation dans les lycées et auprès des profs, autour de ce qui se passait sur ce qu'on appelle maintenant les fake news. Et donc ça s'est passé comme ça. Ça n'a pas été une décision
venus du très haut expliquant qu'il fallait faire de l'évangélisation ou de la diffusion dans les écoles. En revanche, en le faisant, ça a validé une des hypothèses qui était une hypothèse de départ de Spicy, c'est un projet qui s'appelle le Spicy College, qui est de dire on a une capacité, à partir du moment où on est capable de raconter des histoires à des jeunes, et avec le contrôle ou en association avec d'autres partenaires, de faire une version de Spicy, soit avec les mêmes images, soit dans un contextualisé pour des plus jeunes. Et donc ça a validé cette démarche, parce que de fait, quand on allait dans les lycées, quand Thomas Huchon a été dans le lycée, c'était un vrai, pour aller voir, ça a duré presque 6 ou 8 mois, de tournée française, voilà, ça s'est fait comme ça. Et ensuite sur la VR, je dirais que à la différence de Black Pills, où effectivement, et je comprends exactement pourquoi c'est bouleversant pour la mise en scène, on pense que la VR offre une opportunité encore plus puissante, pour le coup, de créer une expérience pour des histoires de cette nature-là. Quand on s'intéresse à un personnage, on s'intéresse à un contexte. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut réussir à le maîtriser. Pour l'instant, on n'a pas vraiment réussi. On a fait une seule expérience, c'était pas de la VR, c'était un réal qui avait été dans le... pas à Sangatte, mais dans le village, comment la jungle de Calais. Et donc on a passé ce qu'ils avaient fait, et ça valait le coup d'être dans la jungle de Calais, parce que là on voyait vraiment la physionomie du lieu, c'est-à-dire qu'il y avait des restaurants là-dedans, il y avait des restaurants indiens, il y avait des communautés qui s'étaient créées dans la jungle de Calais. Donc après on s'est rendu compte que notre navigation n'était pas du tout adaptée pour, donc on y arrivait à peine sur notre ordi, mais alors sur le téléphone c'était un enfer. Je veux dire que il faut être là aussi, comme le disait tout à l'heure Philippe, à la frontière du contenu et de la tech. Si on pense que contenu, on est handicapé. Si on pense que tech, on n'a qu'une partie de la profondeur qu'il faut avoir. Et donc on a eu des vraies discussions. On a notamment pensé à l'adaptation pour tout ce qui est de l'ordre du spectacle vivant ou des manières ou une autre, on peut multiplier les points de vue. Mais c'est vrai que la narration, en tenant surtout sur des sujets très délicats comme certains sujets qu'on fait, je veux dire, vous donnez une caméra VR à quelqu'un de Daesh, il va vous donner un regard de l'intérieur de l'État islamique. Je ne suis pas sûr qu'en termes d'information, ce soit forcément quelque chose qu'on soit aujourd'hui capable de mesurer, de gérer et de bien l'accompagner. On ne sait pas bien faire. Alors qu'aujourd'hui, le montage, on sait comment on va monter les images, on sait comment on va faire un commentaire.